Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Changez pas de poste! Ce podcast n'a pas été pris d'assaut par Noël. Messieurs, bonjour! Joyeux Noël. Joyeux Noël? Pat? Ah, la crise de musique. Je m'en serais voulu de ne pas souligner le fait que c'est Noël et que c'est probablement, assurément, notre dernier enregistrement avant le 25. On va essayer on va essayer de twister quelque chose. Là. Ouais, parce que Aquaman nous torture un peu, là, puis il faut faire de quoi pour ça, parce que si c'est vraiment un bon film de DC, il faut le célébrer. Si c'est un mauvais film de DC, bon, on va faire la normale, chiant-là après. On va pouvoir attendre un petit peu avant de déverser notre fiel sur ce mauvais film de DC, mais on va essayer d'entrer en enregistrement, je pense, entre la période du Nouvel An puis le temps des fêtes. Là. Mais on le sait même pas si c'est un mauvais film. Là. On peut pas dire qu'on va déjà déverser notre fiel. De toute façon, vous le comprendrez pas parce que vous êtes trop mêlés tous les deux au niveau de DC, mais ça, c'est pas grave. Pat. Je vais vous assister avec mon intelligence suprême puis comprendre le film pour vous deux. Pat, chat échaudé, craint l'eau froide. Et DC ne nous a pas habitués à de très bons films. Hey, en passant, c'est la petite musique de Noël, c'est super chouette. On s'aime encore. Noël, on s'aime. On chicane pas. Non, je chicanera pas pour Noël? Non, on chicanera pas. OK. Tout est correct. On n'aura pas le droit de se chicaner vu que c'est Noël? Ben, ça commence à mal, là, c'est pas bien, ça va être... Ah, OK. N'empêche que film d'Aquaman, donc on va être là assurément pour le critiquer. Mais avant de parler d'Aquaman, laisse-moi terminer mon thème de Noël et peut-être passer au prochain thème. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Sortie des Injustes jeudi? C'était-tu jeudi? Vendredi. Hey, tabarouette, je commence à être mêlé dans mes jours. Vendredi, alors qu'on a été voir en première dans une salle, ma foi, presque déserte, la première de Spider-Man Into the Spider-Verse. Et qui veut commencer? Ben, comment veux-tu commencer, là, après une magnifique tune de Michael Bublé? On va donner le mérite, il n'y a pas grand monde qui va la faire jouer en parlant de Spider-Man, là, mais que dire de Spider-Man Into the Spider-Verse? On est rentré là-dedans avec beaucoup d'appréhension parce que le film avait l'air d'être génial. Et après 8 minutes, je pense qu'on était cassés pour on pleurait sur notre banc tellement qu'on était crampés et qu'on avait du fun. Et ça a duré tout le long du film. Ça n'a jamais slacké. Ça n'a jamais arrêté. Et honnêtement, moi, ce qui m'a déçu d'abord, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu grand monde. Hein. Je ne sais pas si c'était la température qui jouait pour beaucoup à Chicoutimi. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, il y avait plus de monde dans votre salle. Là. Ben, je vais te dire, là, à Chicoutimi, c'est pas la première fois que je vois les premières, genre les vendredis, ben jeudi, là, puis même des fois à Jonquière. Là. En général, c'est tranquille. Mm-hmm. C'est toujours tranquille ici. Ben, je sais pas si en fin de semaine, ça a été différent là, pendant la journée, là, mais sans compter qu'aussi qu'il y a toujours le préjugé que c'est un film pour enfants parce que c'est un dessin animé. Mm-hmm. Et pourtant, la campagne marketing est quand même assez agressive. Là. Je peux pas dire que j'ai pas vu les annonces un peu partout. Là. Mais, regarde, même au niveau du box-office, là, on va sauter direct à ça, puis après on va parler du film. Là. En fin de semaine, il s'est tapé un 35 millions. Ça a de l'air sauf si on compare aux critiques qui ont donné du CinemaScore à A+, en montant partout. Là, le film, il y a des notes parfaites partout. Mais à 35 millions, même là, pour un film d'animation, c'est un meilleur record pour décembre ever. Donc, proportionnellement parlant c'est bon. Puis sans compter que là, les vacances de Noël arrivent, l'école finit
cette semaine. Exact. Les vacances des fêtes recommencent. Exact. Les sorties de cinéma en famille vont s'arriver. Tout comme Puis celle le- d'école. le- Il y a des écoles qui sortent au Puis cinéma. Grinch est en train de dropper, Ralph est en train de dropper, puis Spider-Man va être le seul film d'animation qui est là. Exactement. Donc, on devrait s'attendre à peut-être une période un peu plus longue. Contrairement à ce qu'on dit souvent, où les 2 premières semaines sont les plus importantes. Dans le cas de Spider-Man Into the Spider-Verse, je pense que les 3, 4, même 5 premières semaines risquent d'être importantes. Là. Oui, moi, je pense qu'ils vont profiter là, de la période des fêtes pour rester là, stable, là, puis aller chercher le plus de vues possible pour juste prouver leur point que c'est probablement le meilleur film de super-héros. Bon, OK, allons-y. Parlons de ce film-là. Écoute, moi, je n'ai mis qu'une seule petite critique sur mon profil Facebook parce que j'attendais qu'on en parle entre nous autres. Ma critique est fort simple. Disney, vous avez voulu faire un univers dans lequel tous les héros vivent dans le même univers. Parfait, tiens ma bière, moi je vous amène le multivers. Et honnêtement, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait parce que ça peut être casse-gueule de s'envoyer dans le multivers. Ben, ça dépend. C'est parce que le multivers de Spider-Man, dans les dernières années, a tellement été bien travaillé. Là, tout ce qu'avec Dan Slott a fait dans les dernières années, tout ce qui a été apporté. Puis tout ça, ça découle beaucoup là, de la run de Straczynski avec John Romita Jr., qui avait décidé que le Spider était un emblème, puis qu'il y avait Morlum qui courait après. C'est que le Spider-Verse, avec la famille des Morlum qui les a chassés à travers toutes les dimensions, a pris beaucoup d'expansion par rapport à ça. Et toutes les itérations différentes de Spider-Man sont beaucoup sorties dans les dernières années. Tout par rapport à cette chasse-là. Puis ils ont fait des références au 42 parce que 42 Spider-Man qui existent dans l'univers, dans les multiples univers. Puis c'est ça qui est super intéressant, là. C'est que c'est quelque chose qui était bien travaillé. Il y avait un bon... il y avait un pied solide pour travailler, puis Sony s'est pas planté. Mais on aurait pu se planter. Là. C'est périlleux. Puis, tu sais, quand on parle de multivers, on est plus habitué, en tout cas dans mon cas, à moi, d'associer ça à DC Comics plutôt qu'à Marvel et à Spider-Man. Tu sais, moi, j'y suis allé avec mon gars. Ça a été un peu mon barème à savoir si ça allait être bien expliqué, s'il allait bien comprendre ce qu'il allait voir. Parce que, tu sais, il faut faire ça aussi. Tu sais, il faut que tu vois ça parmi, j'aime pas utiliser le mot la plèbe, là, mais tu sais, il faut que tu y ailles avec le monde qui n'ont pas de connaissances ou peu de connaissances en comics, comment ils vont réussir à accueillir le film. Et c'est leur réaction à eux que je cherche. Et ça explique souvent pourquoi je vous ai dit que est-ce que Disney a réussi avec le Marvel Cinematic Universe. Moi, ça me jette à terre, tu sais, de voir que les gens embarquent là-dedans, comprennent comme il faut. T'sais, rappelez-vous, au départ, c'était pas évident de faire comprendre que Superman puis Batman pouvaient être dans un même univers, que Iron Man, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie, les Capitaine America, tout ce monde-là partage un même univers. C'est des notions qui sont encore nouvelles pour un certain public. Ben, il y a encore des gens qui pensent que Batman puis Spider-Man sont dans le même univers. Ben, t'amènes mon point. Il y a encore des gens qui pensent ça, mais si on prend le film qu'on a vu cette semaine, c'est amené d'une façon tellement géniale et c'est réfléchi aussi parce que on sait que tout se tient en ce moment-là. Tous les autres films de Spider-Man se tiennent avec celui-là. Exact. Parce qu'on est dans le même monde. C'est-à-dire qu'ils font référence au premier film avec Tobey Maguire. Là. Exact. Tu t'as se demandé à m'amener si c'est pas justement cet univers-là. C'est, à la base, lorsqu'on entend parler du premier Spider-Man, c'est probablement Tobey Maguire. Bon, on a l'impression que c'est dans cet univers-là. C'est ce personnage-là qui c'est dans cet univers-là. Puis si les références sont là par rapport à ça, c'est là que c'est chapeau. Là. Exact. Parce que eux autres, ils ont décidé de dire, là, tout le monde nous fait chier avec les reboots. Tout le monde... Il y a même eu un gars qui a fait un commentaire là, sur ta page en disant « C'est-tu encore un nouvel acteur? » Calvaire, toi, t'as pas vu les previews, tabarnouche? C'est un dessin animé, Colin. Donc, OK. Fait que là... Salutations à l'abonné qui vient de quitter notre page. Non, je m'en fous. Fait que là... on lui dit bonjour et ça nous a fait plaisir pour la run. Garde, écoute, c'est pas mon problème. Bon. T'en aimes encore 2 sur 3. Reste avec nous. Suivez mon... Il y a juste Pat qui t'aime pas, dude. Le reste, on est correct. Écoutez. C'est Noël, là. Joyeux Noël, on Joyeux t'aime. Noël, on t'aime. Reste avec nous. Oui, c'est ça. Vive Noël, puis c'est ça. Bon, donc, mais ton point est bon. Là. Mon point est bon parce qu'à quelque part, si tu prends, par exemple, un studio qui s'est fait continuellement bâcher parce qu'il est toujours en train de souffrir des comparaisons à cause de Disney, puis là, il arrive avec le fait qu'il dit « Je vais prendre une partie des points négatifs qui me sont toujours attribués, puis je vais m'en servir pour faire quelque chose de solide. » C'est ça qu'ils viennent de faire. Et n'oubliez jamais qu'à la fin de Venom, on a eu droit à une scène d'après-crédit qui disait « Meanwhile, in another universe ».
Moi, je prends pour acquis que Sony est en train de bâtir un multivers qui se tient et qu'ils vont se libérer finalement des problèmes de continuité, des problèmes de suite, en se créant un multivers, tout simplement. Là. Ben, c'est pas juste ça aussi. C'est parce que le gros avantage, là, quand tu y vas dans le monde d'animation avec le multivers, c'est que tu peux tout mettre dans le même film. Tu sais, c'est parce que même que le film a commencé, puis que t'as Miguel qui pogne son pouvoir au début, puis qui se ramasse au combat, là. Le premier combat, ce que tu vois, le Spider-Man de ce film-là, je sais qu'il est le Tobey Maguire, là, puis qui se bat. Mais le Green Goblin est là. T'as le Prowler qui est là. T'as une tonne d'ennemis qui sont là. C'est parce que vu que c'est de l'animation, tu peux tout foutre là-dedans. C'est Spider-Man, il est reconnu pour sa Rogue Gallery. Exact. Et dans les films, tu pourrais pas mettre un gros Green Goblin pour un combat de 35 secondes. Ça n'aurait pas de sens à cause ça prendrait un acteur. Le monde ferait comme what the fuck. Mais vu que c'est un dessin animé, tu peux te permettre de faire ça. Ça passe. Ça fait que tu peux tout mettre dans le film et tout est sous contrôle. Sauf mon cellulaire. Ah ouais, effectivement. Non, c'est pas moi qui fais ce son-là. C'est moi. Mais tu as raison. Puis d'avoir choisi le dessin animé, je pense que c'est la bonne voie. D'abord, ils répondent à des critères que Disney... Et je trouve ça intelligent parce qu'ils attaquent Disney sur leur flanc. Ils se disent, on a la propriété de Spider-Man, on a accepté de la partager avec Disney pour un certain nombre de films. Maintenant, comment on peut se démarquer, puis comment on peut aller gagner du terrain en se battant pas sur leur propre... Tu sais, ce que DC a fait, c'est vouloir copier ce que Marvel a fait. Ce que Sony a décidé de faire, c'est, regarde, nous, on va complètement ailleurs. On va prendre un dessin animé, on va se créer un multivers, puis même notre film de Venom, au pire, si ça nous fait plaisir, il sera intégré là-dedans, puis c'est tout, là. C'est pas grave, là, ça le contraint pas à rien. Et c'est ça qui est intéressant avec ce qu'ils ont fait. Puis aussi, là, il faut pas se prendre aussi au jeu de dire que si on décide de sortir un Spider-Man avec Miles Morales, c'est à cause de Black Panther puis du phénomène que ça avait créé à cause de la communauté. Mais c'est parce que Miles Morales, ça fait longtemps qu'il utilise un univers Ultimate, puis il est presque plus populaire que Peter Parker et presque plus aimé par les fans de bande dessinée que Peter Parker. J'y ai pas vu là une espèce de tentative de récupération. C'est pour ça que c'est brillant de l'avoir utilisé. Puis tant qu'à partir d'une autre affaire avec un autre univers, t'es aussi bien d'utiliser le nouveau Peter Parker des dernières années. Parce que même Miles Morales, il aurait été utilisé, puis ils ont tellement eu de pression chez Marvel qui ont été obligés de le ramener dans le Earth 616, là, parce que Miles Morales, le monde veut l'avoir parce que le monde l'aime. C'est un des beaux succès, hein, je pense, de Ultimate puis des nouveaux personnages qu'on a tenté de créer avec le temps. Là. Ben, moi, je dirais que c'est la meilleure intégration des dernières années. Puis, Alan l'a dit, il est sympathique, le personnage. Il est le fun. Parce que l'affaire, c'est que tu vas avoir, par exemple, on a vu, là, c'est qui était devenu la nouvelle Thor? C'était pas Jane Foster? Bon, on a vu, tu sais, la nouvelle Taurine, là. Puis là, après ça, il y avait tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui veut faire le nouveau ci, le nouveau ça. Le pire, je pense, c'est Green Lantern. Combien ils ont essayé de faire? Ouais, mais en même temps, Green Lantern. En même temps, ça, c'est pas grave, Green Lantern, parce que ça fait partie de la mytho de Green Lantern. Effectivement. Ça fait pas partie de la mytho d'autres personnages. Mais Miles Morales, lui, qui est écoute, il vient d'un autre univers alternatif. Et c'est ça qui est le génie de tout ça. Il est génial, il est sympathique. On a envie, écoute, là, on a envie d'en lire plus. On a envie d'en connaître d'autres, des affaires de lui, là. Puis c'est ça qui fait que c'était la meilleure version à utiliser. Exact. En l'amenant lui, parce que, tu sais, il n'y a pas les mêmes affaires autour de lui. Il vit des affaires différentes. C'est un petit kid. Il y a tellement des pouvoirs qui sont uniques au Spider-Man. Ça, j'ai trouvé ça spécial parce que moi, j'étais plus ou moins familier avec Miles Morales. Je le connaissais de par l'univers Ultimate. Je savais que j'avais lu là-dessus. J'ai pas lu la run en tant que telle. Moi, j'ai lu au début de Ultimate. Là, je me suis rendu quand même... Écoute, je me suis rendu un bout, là, j'ai fait un bout de l'univers Ultimate de Marvel, mais je me suis pas rendu à Miles Morales. Je n'avais entendu parler, j'avais lu un peu là-dessus, mais il y a des pouvoirs que invisibilité, choc électrique, moi, j'étais pas... ça a été une surprise pour moi. Là. Personnellement, moi, j'ai jamais lu d'Ultimate Spider-Man avec Miles Morales. Moi, j'avais arrêté l'univers Ultimate au moment où le Punisher avait pogné une .50 puis il avait tiré une balle dans la tête de Peter Parker à 2 km. Oui. Puis, moi, j'ai arrêté avant ça. Quand Punisher s'était rendu compte qu'il avait tiré un flot de 15 ans dans la tête, Nick Fury a failli mourir pas longtemps après. Il n'était pas de bonne humeur, mais j'avais arrêté là. Mais c'est pour ça que moi aussi, j'ai découvert certains pouvoirs de Miles Morales, puis j'ai vraiment eu du fun. Mais j'ai trouvé ça sympathique. À la limite, ça fait de nouveaux pouvoirs à exploiter. Tant qu'à avoir un nouveau personnage, aussi bien avoir des nouvelles choses, des nouvelles failles puis des nouveaux trucs. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça fait pas une répétition continuelle encore là. Tu sais, je vous disais tantôt, Sony souffrait beaucoup des reboots, mais là, c'est pas un reboot, là. C'est un personnage qui arrive, qui est encore dans cet univers-là et qui est
avec ses autres versions de lui-même, tu sais, en combat pour essayer de survivre dans tout cet embrouille-là. Moi, j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'ils ont fermé la porte à ce que j'appelle là, des locataires permanents. Dans le sens où chacun des versions qui se retrouvent dans l'univers de Miles Morales ne peuvent pas rester là de façon permanente. Et ça, ils l'ont établi bien comme faut dans le film, ce qui va nous éviter ce qui est arrivé dans DC, par exemple, où des personnages sont devenus des locataires permanents d'univers. Ben, Marvel a fait la même place, chose en arrêtant le Ultimate Universe. Ils ont commencé à le mélanger avec le 616. Ils ont ramené le monde d'un bord puis de l'autre sans arrêt. Et ça, moi, là, au moins, on a fermé une porte. On dit, regarde, c'est le fun, ils se réunissent là pour cette mission-là, mais soyez conscients que ça peut pas être permanent. Puis c'est un peu l'histoire du film. Ils doivent les renvoyer chacun chez eux. Là. Puis sans compter aussi dans le film, le point fort, c'est d'avoir utilisé des Spider-Man qui étaient plus ou moins connus. On voyait là avec le Spider-Man noir. Tu sais, lui, il a été inventé en 2009. Là. C'était une mini-série dans l'univers noir de Spider-Man. C'était David Hein qui avait écrit ça à l'époque. C'était rien qu'un 4 numéros. C'était dans le Ultra. Puis il avait gagné en popularité sur le jeu de Spider-Man Shattered Dimension, qui avait été développé par Beanox et puis publié par Activision, où tu avais comme un jeu où tu avais Spider-Man normal, tu avais un Ultimate Spider-Man qui avait un symbiote, tu avais le Spider-Man 2089 puis le Spider-Man noir, où les dimensions avaient pété, puis il faisait qu'il fasse des dimensions un petit peu à la Days of the Tentacle. Il communiquait entre les dimensions, puis il fallait qu'il fasse un plan pour remonter de quoi qui se passait. Fait que lui, il était utilisé surtout là-dedans. Il était beaucoup connu à partir de ce jeu vidéo-là. Ben, regarde, parlons-en des versions de Spider-Man. Moi, je vous le dis tout de suite, là, et de plus en plus, je vois et je conçois que dans les boîtes de création de comics, les personnages féminins deviennent de plus en plus importants pour les raisons qu'on connaît. Par contre, je serais jamais contre un bon personnage féminin. Et moi, mon préféré, ça a été Spider-Gwen. Spider-Gwen, elle est géniale. Ben, c'est une petite fille, une petite adolescente. Elle a de l'attitude, puis sauf que ce qui est le fun, là, c'est qu'ils ont été chercher... Déjà que Spider-Man est fluide, il est agile, mais là, vu que c'est une fille, ils ont dit, on fout ça x10. Ah, c'est fou raide. Elle est rapide, la petite fille, là. Puis elle a de l'attitude, ça n'a aucun sens. Et ce que j'aime, c'est que, tu sais, les univers parallèles, ça veut pas juste dire de te dupliquer plusieurs fois dans différents univers, tu sais. Ça peut être facile de faire un Spider-Man noir, un Spider-Man hispanique, un Spider-Man qui a 2 parents, un Spider-Man qui a pas de parents, un Spider-Man... Mais de faire aussi des changements dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est Peter Parker qui meurt dans son univers et c'est Gwen Stacy qui devient Spider-Man. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est cool de voir les différentes avenues aussi. Puis sans compter que tantôt, je parlais du Spider-Man noir, c'est ce qui est place qu'on l'a vu en français. Parce que fuck, c'est Nick Cage qui fait sa voix. Ah, ça doit être bon, hein? Ça doit être vraiment nice. Mais sincèrement, moi, ça a été ma préférée. Toi, Pat, as-tu une préférence d'un Spider-Man d'inversion? Ben, moi, j'avoue là, que moi, c'était le Spider-Man noir. Ah oui, aussi? Ouais, vous avez parce que j'étais tellement surpris de l'audace d'un personnage, vraiment là, du noir vieux et blanc. style, noir et blanc, du vieux style de polar. Parce que c'était audacieux aussi de la part de Marvel d'avoir voulu faire une série Marvel noire. Parce que c'était pas super intéressant comme concept. C'était... Tu sais, t'amènes un vieux style à la Mickey Spillane ou... à la Sin City, un peu? Ouais, mais encore plus vieux que ça. Là. Vraiment, c'était vraiment là, leur idée, là, c'était les vieux romans de détectives là, que tu achetais à Saint-Saëns puis que tu jetais après avoir lu des années 50. Les vieux polars. Puis moi, j'aime bien ce style-là là, parce que je trouve que c'est le fun de temps en temps. Puis viens pas dire que c'est parce que j'ai connu l'époque. Non, je me suis dit qu'après 25 épisodes, le monde allait faire la joke tout seul. Ouais. Mais avouez quand même que, tu sais, j'ai quand même de belles couleurs parce que moi aussi, j'ai déjà été en noir et blanc. Oui. Et tu redeviens en noir et blanc quand je te regarde la barbe. De temps en temps, oui, la barbe est revenue en noir et blanc. Ça revient tranquillement pas vite. Mais c'est vrai que c'est un bon personnage. Oui. Moi, je vous ai dit que c'était Spider-Gwen. Maintenant, on peut parler des autres qui étaient tout aussi intéressants, que ce soit, d'abord, d'avoir amené un personnage de Looney Tunes. Quelle excellente Spider-Pig. idée. Spider-Pig. Hey, l'enclume. Personnellement, moi, quand ils ont ramené Spider-Pig, puis à la fin, quand il se bat contre le Scorpion... C'est-tu bon? De sa poche, il est capable de sortir son maillet, comme dans la bande dessinée. Puis pour lui, c'est normal. Puis il fait tomber des enclumes de nowhere. Hey, l'enclume, j'ai tellement ri, je me suis fait une côte. Hey, sérieusement, là, mais surtout, au moment que ça arrive, t'as un combat qui est épique, t'as un des Spider-Man qui est en train de se faire ramasser par le Scorpion, tu fais comme, c'est ceux qui meurent. Il y a un enclume qui tombe du ciel, bang, sur la tête du Scorpion. C'est tellement cave. What the fuck? Tu dis, OK, c'est parce que non seulement le personnage, tu sais, se déplace dans l'univers de Miles Morales, mais toute la bouffonnerie de son univers se transporte avec lui, là.
Tu sais, tu l'as dit, il sort un maillet de sa poche et n'importe quoi. Là. Le personnage est loonitesque au bout. Il est incroyable. Moi, j'ai trouvé aussi, ça il y a une vraiment petite pareil. fille manga avec une araignée qui Ouais, a moi, l'esprit j'ai de son moins- père dedans. Ouais, moi, ça, j'ai moins trippé. Ça, on là-dessus. en parlera moins parce que... Mais tu connais mon amour pour les animes et les trucs japonais. Là. Ben, tout dépend. J'aime beaucoup les animes, j'aime beaucoup les mangas, mais des pères qui se réincarnent d'une araignée qui contrôle un robot, Ben, c'est drôle. Moi, effectivement, ça me fait penser à ça. ben, c'était ça aussi. Puis c'était ça, là. Ouais, c'était spécial comme personnage. Mais c'est correct qu'elle soit là. Oui, mais il y avait quand même une faille, là, parce que si son père est réincarné dans le robot, mais que c'est l'araignée qui contrôle le robot, qu'est-ce que le père fait là? Ah, écoute, j'ai pas essayé de comprendre. Donc, il faudrait quand même gratter un peu parce qu'il y a eu il y a eu le mangaverse de Marvel. Effectivement, puis c'était pas mauvais, me semble. Hein. Il y avait Il y pas avait- Fantastic Four là-dedans Il y qui avait était plein de écœurant. trucs cool au nez les X-Men. de Tu m'avais manga. fait essayer Fantastic Il Four, me je semble, pense. il me Puis, semble. et c'était Puis il y effectivement avait, très il y bon. avait plein de trucs qui étaient intéressants dans leur mangaverse. Puis il faudrait fouiller, voir jusqu'où le mangaverse avait... parce que, est-ce qu'ils l'ont sorti d'une boîte de Cracker Jack? Ça, j'ai pas la réponse. Ouais, moi J'ai non pas la plus. réponse. Surtout que je fais une vieille référence. que- Mais ça- Écoutez, si vous me comprenez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Dites-vous, est-ce qu'ils l'ont sorti du sac du Père Noël? C'est pas Ça grave. va être pareil. Vous serez pas tout seul à quitter, là. Pat en a renvoyé un tantôt. Vous pourrez quitter avec ce gars-là. C'est même pas vrai. C'était sur ta page à toi. C'était pas sur la page des Saint-Just. Fait que le plus drôle, c'est que c'est probablement un de tes auditeurs. Donc, Probablement. moi, ça me dérange Ah, c'est- pas. effectivement. Mais non, intéressant. D'ailleurs, ça m'a tellement influencé que je me suis commandé le premier TP de Spider-Gwen. Ben, J'ai hâte de lire ça. moi, je veux lire du Miles Morales. Ben, tu vois, ça a donné aussi probablement un essor au comic de Spider-Man de la part de Marvel. Maintenant, j'ai hâte de voir... Parce que, tu sais, chacune des autres divisions de Marvel qui n'appartiennent pas à Disney essaie de survivre. Et pour le faire, ils doivent être différents. Ils doivent trouver des trucs. X-Men, moi, je trouvais que ça allait bien jusqu'à Apocalypse. Là. Apocalypse, j'ai trouvé ça difficile. Ben, moi, je pense que ça allait bien jusqu'à la fusion, le rachat, là, puis là, tout semble vouloir éclater. Exact, là. Tu sais, fait qu'il faut faire attention. Mais là, présentement, ce que Sony veut faire avec ça, dans leur projet, c'est que s'ils font une suite, ils veulent travailler la relation Spider-Gwen puis Miles Morales. Ils n'ont pas le choix parce que c'est brillant. Puis leur deuxième point, là, c'est que au côté spin-off, là, ils ont vu l'ouverture pour leur all-female character. Tu sais, ils voulaient faire un Black Cat en film, Exact, puis un exact. Silver Sable, là. Ben, la porte est grande ouverte. Donc, Spider-Gwen, ils ont tellement bien réussi, là. Hein. Puis avec le succès de Venom, ils peuvent aussi... Les possibilités sont presque infinies, là. Effectivement, ça fait qu'ils ont une grande porte qui est ouverte. Puis au niveau du procédé de l'animation, ils sont en train de mettre Parce un que- pattern dessus. Puis le procédé d'animation, là, il faut en parler aussi. Parce que On va y revenir. Je vais juste Ok. finir mon point sur Venom. Parce que dans le sens où ils se sont libérés, et ça, c'est génial, plusieurs versions de Spider-Man qui peuvent maintenant apparaître dans Venom. Ben- Tu comprends qu'ils se sont libérés de Tom Holland? Ben, là? c'est parce que je pense qu'ils ont réussi à d'une certaine façon, mais ils veulent emmener Spider-Man. Mais le Spider-Man de Tom Holland, il ne fit pas dans l'univers de Venom. Non. Et je pense que c'était très clair que Venom n'existe pas dans l'univers de Exact. Marvel. Exactement. Exact. Puis Sony, ils ont une porte pour garder le personnage. Puis ils peuvent mettre n'importe qui, là. Ils peuvent mettre... N'importe quel de ces Spider-Man-là peut se ramasser dans l'univers de Venom et vice-versa, là. Venom peut se Mais ramasser ça, là-dedans. là, là. par exemple, là, s'ils font ça, là, hein, c'est parce que... À un moment donné, là, rebooter Spider-Man à tous les 6 mois, là... Mais c'est ça que je te dis, ils n'auront plus besoin. Non, mais c'est pas une question de rebooter, mais s'ils mettent un acteur vivant, puis c'est pas un dessin animé, qui fait un nouveau Spider-Man, encore une fois, même si tu prends Ça un me acteur... dérange pas, ça. Mais s'ils mettent c'est parce que le public finit par s'écœurer. Peut-être. Check là. les Spider-Man de Tom Holland, là, hein, ça a pas pété, là, tu sais, on a fait un nouveau Spider-Man avec Tom Holland, là. En tout cas, le Spider-Man Ferris Bueller, là. Mais, tu sais, le monde ont fait... Pourquoi cette Youhou! vomi de haine entre parenthèses? En tout cas, j'ai beaucoup de réticence envers ce Spider-Man-là, tout est du contrôle. Je l'adore, moi. Ah, c'est que je l'ai haï, Chris Ferris Bueller à la marge. J'adore ce Ferris Bueller, mais pas Spider Ferris Bueller. Mais c'est ça, mais le film, il n'a pas eu le succès escompté que je pense que Marvel voulait que Spider-Man ait. Tu sais, si Sony pleurait parce qu'au total, mondialement, un Spider-Man faisait 800 millions, là, ben, je pense que Marvel pensait, puis Sony, que ça allait élever plus que ça. Mais tu as vu que ça a fait, tout le monde a fait, il y a un nouveau. Ouais, peut-être. Mais ça risque d'être intéressant. Parlons du style d'animation. Je te ramène, Alan, parce que il faut en parler. Moi, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Ben, pour commencer, quand tu commences le film, la première chose que tu vois, là, c'est tu dis « Fuck, j'ai les yeux qui lag ». Parce qu'ils ont traité ça
dans possiblement du 24 frames par seconde. Explique-moi, j'ai rien compris. Je t'ai c'est- écouté critiquer ça, puis j'ai rien compris. C'est parce que quand il y a une grosse saga au niveau des réalisateurs du cinéma. Là. James Gunn en fait partie, Ron Howard en parle, même Tom Cruise a fait une sortie médiatique dernièrement avec Fallout par rapport à ça. Le motion flow sur les TV qui crée tous les films en 60 Hz. Un film qui est tourné au cinéma avec une caméra, c'est du 24 images par seconde. Ce qui OK. fait que tu as un look qui est semi-saccadé, mais les films sont tournés pour ça. Mais tu sais, ton œil ne voit pas vraiment la différence. Puis, sauf que quand tu mets ça sur une TV avec le motion flow, ça remplit les trous qu'il y a entre les images. Puis des fois, ça fait comme des images de flou, tu sais, de transition qui collent, qui traînent. Sauf que quand tu commences à écouter Miles Morales, le Spider-Man to the Spider-Verse, ça prend 3 minutes à ton cerveau de comprendre à quel point que les images, c'est vraiment calculer ça. Tu as l'impression que c'est saccadé les 3-4 premières minutes. Là. Puis sans compter qu'ils ont tellement mis de détails dans chacune des images que ton cerveau a de la misère à processer quand tu commences le film. J'irai pas aussi technique que toi. Je comprends ce que tu me dis, puis je comprends qu'il y a une bataille là-dedans. Là. Mais moi, j'ai surtout remarqué à quel point on a réussi pour une fois à ramener le plus proche que j'ai eu dans ma vie de l'expérience de lire un comic book à l'écran. Ben, l'objectif, c'est que le film, en commençant, il n'est pas en 3D, il est en 2D. Tout de suite, ça aide. Ça, il faut comprendre. Puis toutes les couches sont travaillées comme une bande dessinée. Là, c'est qu'ils vont faire le background en premier. Puis sauf que vu qu'il n'est pas en 3D, ils n'ont pas l'effet de lens avec profondeur. de profondeur. Ça fait qu'il a fallu qu'ils utilisent certains procédés pour créer les effets de profondeur. Puis ils ont utilisé souvent des comics. Il ne faut pas faire le truc qu'on écoute le film. Si tu as l'impression que tout est dédoublé comme si tu écoutais un film 3D sans lunettes, là, si voulu, c'est ce qui crée l'effet de profondeur. Puis toutes les couches sont créées de même, jusqu'au temps que tu arrives au dessin. Puis l'objectif du film, c'est que si jamais tu payes sur pause, tu as une case de BD. Chaque image est une case de BD. C'est que si le film a 24 images par seconde puis il dure 2 heures, imaginons le nombre d'images qu'il y a, mais chaque image est une case de BD parfaite. Et il y a comme une espèce de grain de pop-up art qui est permanent au dessin. Il est là, puis tu sais, un trait 50s. Là. Oui, écoute, l'utilisation de ce style-là, et ça, c'est T'as l'impression que c'est d'un génial. vieux papier. Oui, Là. et- Un T'sais, vieux papier puis archi. en plus, c'est comme s'il était capable de cibler l'utilisation du point, du pop art, de façon à donner un effet d'ombrage de perspective qui est super intéressant. C'était une impression d'imprimer. J'avais l'impression que l'écran était un super imprimé. bien. C'était C'était incroyable. spécial, là. C'était vraiment spécial. T'avais l'impression que Justement, l'écran était un imprimé. Là. Et c'était l'objectif aussi de la façon qu'ils ont fait, c'est parce qu'au niveau des textures, ils n'ont pas été travaillés à l'infographie. La plupart des textures du film, c'est tout du handmade, c'est tout fait à la main. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a des textures qui ont de l'air super peaufinées, d'autres qui ont de l'air un peu plus floues, parce qu'ils ont tellement travaillé sur de détails sur les écrans puis tout, qu'ils se permettaient de choisir qu'est-ce qu'elle allait être là pour ça, parce qu'ils ont voulu créer une ville qui était fluide puis qui était comme d'un vrai univers. Beaucoup de monde qui circule, beaucoup de graffiti puis toutes les couleurs. Mais les textures sont vraiment dessinées à Et la main. l'utilisation du graffiti, Pat, quand, par exemple, les multivers se mergent ensemble, Puis, ou encore, sans compter- c'est merveilleux, c'est magnifique. Le côté qui a été brillant aussi, c'est que quand ça commence, t'es d'un univers très terre-à-terre. T'es pas d'un univers comic book. Tant qu'il s'est pas fait mordre par l'araignée, les cases n'apparaissent pas, puis ni les bulles n'apparaissent pas. C'est quand il se fait mordre par l'araignée que tu t'embarques vraiment dans le monde bande Et dessinée. ça, c'est spécial parce qu'effectivement, tu as les. Puis ça, je trouve ça bien parce que je sais pas si dans la version anglaise, ils vont l'avoir gardé, mais en français, ils font la narration malgré le fait que c'est écrit. Puis ça, j'ai trouvé ça bien parce que ça nous permet aussi de pas trop s'attarder aux écriteaux puis de voir aussi ce qui se Je passe. pense que c'est volontaire. Mais les écriteaux sont comme esthétiques. Tu sais, ils sont là. Ils disent exactement ce que la narration... Tu sais, en fait, c'est écrit ce que la narration dit. C'est parfait, ils sont là. Mais ils sont pas dérangeants. Ils te forcent pas à les lire parce que tu regardes l'action. T'es juste vraiment plongé. Puis je te l'ai dit, c'est l'expérience d'être plongé dans une bande dessinée sur un écran. C'est spectaculaire. C'est comme si la gang qui était autour de cette réalisation-là avait eu envie de faire un petit cours d'histoire de l'art puis un petit cours d'histoire du cinéma à quelque part. C'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire de l'art, ils sont allés marier plein de genres importants, le pop art, la BD, le graffiti. Tu sais, c'est comme moderniser dans une espèce de splendide tableau un paquet d'affaires. Puis au niveau du cinéma, c'est fou quand même. On parle encore du pied de nez. On a un studio monstrueusement gros qui est précurseur dans certaines techniques d'animation avec Walt Disney. Puis on a un studio qui arrive et qui décide de dire « Moi, mon film de super-héros de Spider-Man, ça va être un dessin animé. Puis je
je lance une nouvelle technique d'animation qui fait référence aux vieilles techniques. Parce que là, on n'a pas un maudit film d'infographie à Là, la c'est Toy pas Story. Pixar. Là. C'est pas Pixar. On est dans un autre monde et on revient à la base avec la technologie d'aujourd'hui. Puis ça a un rendu. Parce que, tu sais, c'est tellement surprenant. souvent, la différence entre un Pixar ou Illumination ou les autres studios d'animation, DreamWorks, etc., c'est souvent juste le dessin qui est différent. Ouais. Mais l'animation est la même, là. C'est Et dans le toujours cas- les mêmes techniques Exact. d'animation, puis surtout, ils reprennent des affaires. Là. Écoute, les vieux trucs des vieux clowns, là, ils reviennent tout le temps dans ces affaires. Exact. Mais là-dedans, moi, personnellement, mon cerveau a eu énormément de difficultés à s'adapter. Parce qu'au début, là, j'avais vraiment l'impression de dire bon, j'écoute un film 3D, mais mon cerveau n'est pas capable de le mettre en 2D. C'est pas grave. C'était spécial. Ça, c'était spécial. Puis jusqu'à temps que tu rentres dans le flot d'images qui défile tout le temps, puis là, tout d'un coup, tu arrives, tu te dis mais je peux pas arrêter d'être surpris. Et parlons un peu de l'effet Einstein. Je sais pas si ça vous a frappé en pleine face, mais moi, j'ai eu l'impression que le film a duré 20 minutes. Là. Il n'y a pas de longueur. Là. Non. Il n'y a pas de longueur, là. Ouais, ça dépend. J'avais trop pris de café avant le film. oui. Ça fait que la dernière heure était raide un peu, là, mais non, ça passait vite quand même. Ben oui, mais en dehors de ça, moi, Ouais. honnêtement, j'ai pas eu... Puis un des autres indices qui me fait dire qu'effectivement, ça n'a pas paru très long, c'est que mon gars de 7 ans était à côté de moi, et d'habitude, après 1h45 de film, là, Il est plus capable. ça commence à twister sur sa chaise, ça commence à me tirer sa manche, ça commence à vouloir bouger un peu plus. Là, pas du tout. Ouais, puis juste au autre indice, rire fort de même aussi souvent d'un film. Non, À c'était pleurer. Sérieusement, La pause des pigeons, là, j'en pleure encore. Il bon. est Non, à c'était pleurer. très, Là, je serais très, plus très capable. bon. Là. C'était très bon. Ça n'a aucun sens. Là. Puis, rire de même, puis les séquences d'action, là. C'était très bien Puis, fait. tu sais, puis même, ils ont réussi à aller chercher des plans séquences, ben, des niaiseries qui sont tellement simples, basiques, puis ils ont réussi à... Juste quand Spider-Man n'arrête pas de dire à Miles Morales, tu sais pas quand est-ce que tu es prêt, il faut que tu fasses le saut. Puis le premier saut que Miles Morales fait en sautant dans New York, où ce que tu le vois dropper, puis ils mettent ça en case qui succède, puis à un moment donné, il vire le plan à l'envers, puis à la place de tomber, il monte. Tu sais, c'est que sa chute devient son ascension. Ah, Tu fais c'est super. Tu fais comme, ah, c'est ultra quétaine, mais de la façon qu'ils l'ont monté, puis les images, puis tout ce qu'il y a, tu fais comme, man, c'est tellement beau. Ah, c'est beau. Mais maintenant, nous sommes les injustes. Il doit y avoir quelque chose dans ce film-là qui cloche. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit moins bon. Alors, je vous mets au défi de me trouver quelque chose qui vous a peut-être tapé ses nerfs. Ben, que c'est très vulgaire pointé du doigt. Allez voir le film, attendez à faire le générique pour la comprendre, celle-là, mais... Mais il devait avoir un point négatif, parce que moi, j'en ai trouvé. Là. Fait que vous devez en avoir trouvé aussi. Là. Ben, côté point négatif, j'ai trouvé ça plate qu'on n'en revoie pas le Green Goblin, parce qu'il était comme là au début, il s'est fait torcher pour le plus jamais revu. Veux-tu que j'y aille? Ouais, vas-y. Moi, il y a une chose qui m'a tombé ses nerfs, mais par contre, je peux pas être en désaccord avec le choix de ça parce que ça fit avec le film et ça fit avec le personnage. Mais moi, personnellement, c'est pas mon bag. Le rap, la trame sonore, Elle est tellement bonne, la trame sonore. C'est qu'elle est elle bonne. fit avec le film. Non, elle fait pas fitter, elle crée le film. Mais moi, je suis pas capable. J'ai de la Tu sais, difficulté avec ça. Comment ils ont fait pour écouter Creed 2? Puis quand t'as fait pour aimer le premier Creed? Moi, mais je suis pas en train de te dire que ça m'a gâché mon expérience. Je suis en train de te dire que moi, j'ai un peu plus de difficulté avec ça. De un, Miles Morales, il est noir, puis c'est un latino. Oui, je sais, mais c'est pas ça le point. Je suis pas en train de te dire qu'il aurait dû mettre de la musique classique. C'est pas ça que je te dis. Je te dis que moi, c'est un style de musique avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Que ce soit omniprésent dans un film, ça m'empêchera pas de claquer. Je claquerai pas à la porte en me disant je veux rien savoir. Je te dis juste que c'est pas mon style de musique. Puis à la longue, des fois, ça me tombe un peu ses nerfs. Ben, je te dirais que moi, j'ai pas considéré que c'était omniprésent parce qu'il y avait quand même un mix intéressant au niveau de la musique. Puis chaque Spider-Man, surtout, avait comme son thème. Mais si tu prends là, Miles Morales, on prend le personnage, puis on prend la culture qu'il représente, puis on en a parlé même graphiquement par rapport au graffiti, c'est légitime. Ah, et je ne C'est-à-dire critique que- pas ça, là. L'affaire, c'est qu'aujourd'hui, l'omniprésence d'une trame sonore dans un film, il faut que ça fitte avec le film. Tu peux pas arriver et dire je vais me clencher la nouvelle tune de Metallica dans le nouveau film de Non, non, Spider-Man. vous avez Parce tout que à ça fait n'aurait raison. pas marché. Mais si la trame sonore en soi est un élément de plus, même si c'est pas ta tasse de thé, tu le sais que c'est un élément qui est indissociable. Mais je pense que c'est plus personnel à moi, dans le sens Parce où c'est un style de musique que j'aime. C'est là qui est pas. difficile. tu sais. C'est ça. Comme toi, tu as parlé que la trame sonore avait été difficile, moi, par rapport à un petit problème cognitif,
la qualité d'animation m'a dérangé plus longtemps que vous autres. Mais c'est deux affaires. Il y a des gens qui vont être un peu plus vieux jeu au niveau de la musique qui vont dire « ça, c'est pas fait pour moi ». Puis il y a des gens, certainement comme moi, qui vont avoir de la difficulté un peu avec l'animation. Mais je te dirais que c'est pas assez négatif pour te dire que ça me fait... Tu sais, je vous ai juste dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a tombé ses nerfs? Moi, personnellement, à un moment donné, je vais en sortir par rapport à la musique, parce que, tu sais, la musique, c'est à l'oreille, là. C'est un style, ça. C'est comme si on aurait mis du André Rieu pendant 2 heures, on serait tous virés fous, là. Mais encore là, c'est André Rieu fit avec le film. Tu sais, on va voir un film de vieilles personnes qui meurent tranquillement dans un hospice. Mais c'est comme je dis, c'est ça, parce que si on n'aime pas ça, on aime ça, mais... Moi, un côté, honnêtement, qui m'a tombé un petit peu ses nerfs, ce que j'ai trouvé plate, c'est ce qu'ils ont fait avec le personnage. C'est la cool Tan-Mei qui fait comme « Ah, mon neveu, il est mort, mais c'est pas grave, je chill au fond, puis je suis comme la petite gars... » Tu sais, sérieusement, quand elle s'assit sur la chaise, là, hein, pense à... Non. À quoi qu'elle te fait penser? Tu as vu le deuxième, là, pas longtemps. Les Incroyables 2. La créatrice Edna Mole. Elle est assise avec son thé presque pareil. Ça... Oh, Pat, pas d'accord avec Aunt May. Mais non, vous avez pas compris qu'est-ce qu'elle représente, elle. C'est Madame Web. C'est un clin d'œil à Madame Web. C'est qui, Madame Web? Madame Web, dans les... Avec son thé, ben oui. Madame Web, dans les Spider-Man, c'était la celle... C'est celle qui tourne... Toutes les Spider-Man du Spider-Verse tournent autour de Madame Web. C'est Tante May qui est Madame Web. Oui. Ah oui, c'est Madame Web. Elle avait le même look que de Madame Web. C'est qui, ça, Madame Web? On va chercher une image, tu vas savoir c'est qui Madame Web. OK, mais ça aurait été intéressant de me le dire. T'as jamais écouté Spider-Man des années 90? Ouais. Écoute, c'est loin dans ma mémoire. À la fin, là, qu'il ramène Captain America puis qu'il se bat puis l'arrêté est en train de s'écrouler, là, c'est Madame Web qui le ramène un peu partout. OK. Puis c'est même elle qui l'emmène dans l'univers où Stan Lee se promène avec lui. Là, vous me perdez, honnêtement. Vous me perdez. Oui, c'est vrai qu'elle avait le look de Madame Web, esti. Ouais, vous me perdez. Mais bon, si toi, ça t'a gossé. Ouais, effectivement, elle a le look. Je regarde ça en direct, là, puis effectivement, ça se pourrait que ça soit vers ça qu'on se soit enligné. Cela étant, on était dans les mauvais points. Je vous ai parlé de la trame sonore. Laissez-moi vous parler de ma déception du Dr. Octopus. Elle était tellement haute. Ouais, mais j'aurais aimé le vieux classique. Non! Les deux gars sont fâchés. Le bonhomme, il a presque 60 ans. Il est à moitié décollissé, puis il a eu 3 fois le cancer. Je Peux-tu sais, mourir je un moment sais. donné? Mais tu sais, pour quelqu'un, par exemple, comme mon fils, là, qui est en ses premiers contacts avec Spider-Man, pour lui, c'était pas le Doc Ock. Là, il s'est demandé en Christie c'était qui. Là. Puis je le comprends. Puis c'est correct, ça me dérange pas, mais j'aurais préféré il fallait bien qu'il ramène un nouveau vilain différent. Ouais, je sais bien, j'aurais bien aimé ça avoir le vieux Doc Ock. Ça m'aurait fait plaisir. Mais ça, c'est très personnel, encore une fois. Là. Il aurait été moins dynamique. Oui. Et peut-être un petit peu moins sadique. Effectivement. Ah ouais, tu sadique un peu? Quelque chose. Parce que si tu prends la logique de Sony avec l'idée du multiverse, c'était intéressant d'avoir justement un nouveau Doc Ock. Parce que le Dr. Octopus, il a déjà été utilisé. Exactement. Et surtout que dans les BD, il a été méga, archi, turbo utilisé. Tu sais, il n'a pas possédé le corps de Spider-Man. Là. Supérieur Spider-Man, c'était le Dr. Octopus. Oui. Là. Donc, tu sais, ça fait beaucoup d'Octopus. Donc, on est correct avec une nouvelle. J'aimais bien l'idée, puis c'est une maudite folle. Puis folle. Écoute, puis en plus, elle était belle en tant que psycho fucké. Salut, je suis un peu bio. C'est comme une petite claque twist d'en face aussi à tout le genre un peu. Salut, je suis un granola puis je mange. C'est vrai, vegan. Mais on s'y attend pas. Hein, quand t'en sors les bras de Ah oui, elle est vraiment génial. Shit, elle, vraiment. Là, je pensais pas que ça s'enlignait là. Donc, Spider-Man Into the Spider-Verse, je pense que c'est presque 100%. Allez le voir une fois pour l'apprécier. Personnellement, là, avec l'allure graphique qu'il y a eu, il faudra que je retourne le voir parce qu'on l'a vu en 2D. Puis je suis curieux de voir si le 3D va m'arracher les yeux. Je suis pas sûr. Moi, j'ai eu des... Moi aussi. Mais c'est toute curiosité que ça. Puis je veux l'expérimenter. Si vous l'avez vu en 3D, écrivez-nous. Sur la page Facebook, j'aimerais savoir de quoi parce ça avait l'air. Personnellement, au début, comme on disait, nous autres, on a eu de la misère à s'adapter à cause que le fond était comme en dédoublé, comme du 3D. Je me suis dit, puis même vers la fin, quand le multivers commence à péter, puis tu as des arcs-en-ciel de couleurs qui volent à l'écran, là, ça doit être malade en 3D. Tu dois le voir t'arracher la tête. Mais moi, c'est le genre de truc qui, non, je suis pas sûr que j'aurais eu une belle expérience. Surtout un film d'1h57 demain. Non. Et aussi, j'ai beaucoup aimé la scène post-credit, sans laisse parler. Là. Si vous connaissez c'est quoi Alchemax,
vous saviez où est-ce que ça s'en allait. On n'en dit pas plus, Hey, on passe à un autre sujet. Il y a eu des trailers qui ont été mis en ligne dans la dernière semaine. Bon, on l'attendait, on en a parlé dans le dernier podcast. On savait que ça s'en venait. La bande-annonce de Avengers. On a maintenant un titre, Endgame. C'est sorti. Vos premières impressions? Le monde sont tristes. Pat? Je le sais pas trop. Tu sais, elle est intéressante, la bande-annonce, mais est-ce qu'on se fait faire le coup de la bande-annonce de l'autre Avenger? Puis là, que y a des affaires qu'on a vues là-dedans, que c'est pas vrai, Je le sais pas. Moi, je n'avais pas besoin, mais bon. Je l'ai trouvé génial parce que, elle est character-driven. Oui. Donc, on suit vraiment des personnages bien choisis, puis ce n'est qu'eux qu'on voit, puis on les entend parler, puis il n'y a pas d'action dans la bande-annonce. Hein? Il n'y a aucune scène d'action dans la bande-annonce. Je veux te dire, il y a une seule bande-annonce. Là. Moi, la référence que j'ai vue, là, qui a été aussi efficace que ça, puis malheureusement, le film qui a suivi, ça a été une catastrophe, La menace fantôme, la première bande-annonce. Exact. Toute saga a un début, là, puis tu sortais de la brume, puis que tout était... Tu sais, tu voyais rien, mais ça mettait le ton. T'avais des personnages, t'avais pas d'action. T'avais des paroles, des plotlines qui étaient un peu comme ça. C'était vague. Il y a beaucoup d'espace à voir autre chose. Puis je suis content que ce soit comme ça. Puis je suis content aussi qu'il ait gardé les 2 dernières secondes pour le côté plus relax, par montrant, regardez, là, sans Scott Lang, personne s'en sort. Et c'est intéressant parce que on pense tous que c'est Captain Marvel qui va sauver l'univers de Marvel Studios. Mais et si c'était Scott Lang? Ben ça, c'est encore la niaiserie, là, parce que avec le délire qu'il y a avec Ant-Man 2, où ce que tout est quantique, s'ils s'en vont dans l'univers quantique, puis ils vont pousser jusqu'au Quantum Band, là, puis ils vont pousser le mot quantique jusqu'au temps qu'on sorte de là, puis qu'on vomisse du quantique, je sais pas trop, là, ouais. C'est parce que c'est sûr que toutes les réponses là-dedans, puis sans Scott Lang, il y a rien de ça. J'ai hâte de voir comment je vais réagir à la fin du film si tout redevient comme c'était. Non, oublie ça, ça va... Je veux pas que ça redevienne comme c'était. Ils n'ont pas le choix de péter le statu quo parce qu'ils savent même plus ce qu'ils font avec la phase 4. Mais je veux pas que ça redevienne comme c'était. Ça reviendra pas, c'est impossible. C'est une belle grosse fin bouclée, là, où que tout redevient comme c'était puis que tout le monde s'en sort. Là. Je constate, moi, le Onslow avec le Heroes Reborn, je le vois encore. OK. On va suivre ça, mais la bande-annonce, moi, je l'ai trouvée intéressante. D'abord, de voir Tony Stark, je pense que ça m'a fait plaisir. J'aime tellement Robert Downey Jr., je suis content de le revoir. Et j'ai trouvé ça sympathique, les gens qui ont demandé à la NASA de secourir Tony Stark. J'ai trouvé ça drôle. Non, mais oui, aussi très drôle, mais sauf que Ronin... C'était-tu le fun, ça? Ouais. Ça fait longtemps qu'on en entend parler, là. Ah ouais. Ça fait longtemps, là. Tu sais, mais quand tu dis que même Black Widow qui a l'argot puis qui vient de sacrer une couple de personnes avec un grand coup d'épée, elle a l'air à dire « shit », on sait possiblement que sa famille s'est désintégrée devant lui et il n'est pas de bonne humeur. On sent, Dieu seul le sait et le diable sans doute. Là. Ouais, il y a des fortes chances. Le Family Man, pour moi, il a vu sa famille partir. Mais sauf qu'il faut remarquer là aussi le point le plus important, là, Avenger 1. C'est les 6 personnages. Exactement, c'est encore les mêmes qui sont là. Et d'ailleurs, puis tu sais, dans la même bande-annonce, on a vu aussi Scott Lang, c'est écrit Archive en haut sur sa vidéo. Quand est-ce qu'elle a été tournée, cette vidéo-là? Ben non, il pose la question, c'est là, il fait non, c'est vraiment la porte d'en avant. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Donc ça s'en vient. Puis avant ça, il y aura Captain Marvel. Godzilla, mon Pat. Écoute, moi, je suis pas un gros fan du film de 2014. J'ai trouvé ça bon. C'était écœurant. J'ai trouvé ça cool. Je trouvais que ça manquait un peu de Godzilla. C'était correct. Là, on en fait une suite. J'ai vu la bande-annonce. J'ai vu beaucoup de monstres. J'ai vu beaucoup de monde capoter. Mais moi, je connais rien à l'univers de Godzilla. Moi, j'ai eu 46 orgasmes. Combien? 46. C'est beaucoup pour un homme de ton âge. Oui, je sais. J'en aurai plus pour les 20 prochaines années. On salue ta conjointe. Donc écoutez, moi, j'avais aimé le premier film, puis ça touchait certains critères de ce qu'était Godzilla. Là. C'est-à-dire que le monstre, tu le vois pas tout le temps, tu le vois à la fin, puis il fait un gros massacre. C'est à peu près ça, Godzilla. Mais le méchant est un peu générique. Là. Ouais, le méchant, là, les espèces de grosses bestioles, c'était de la merde un peu. C'est ça. L'affaire, c'est qu'il ne savait pas trop quoi faire pour nous amener un vrai quelque chose. Tu sais, dans King Kong, il aurait pu le faire se battre contre un Tyrannosaurus. Puis ça aurait fité parce que sur l'île de Kong Island, il y en a des dinosaures. Ouais, mais il l'avait fait dans celui de Peter Jackson. C'est ça, donc on pouvait pas amener ça. Puis là, t'arrives, puis là, il nous garoche une partie de la jungle des monstres de Godzilla.
Puis, Tous ceux que moi, je connais pas, en fait. Là. l'affaire, c'est que c'est les plus connus, en plus. Ouais, mais je veux dire, de quelqu'un, tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, là, on les arrête dans la rue. Monsieur puis madame tout le monde qui a déjà peut-être vu quelqu'un écouter un vieux Godzilla ou qui en a écouté un à TV quand il était plus jeune ou qui a vu passer de quoi, a déjà vu passer le gros papillon géant, qui est Mothra. Oui, je sais c'est qui. Mothra, ça reste quand même indissociable. Puis Mothra, c'est comme le représentant ultime de la bonté. Là. C'est comme une espèce de gardien naturel de la Terre. Après ça, tu sais, t'as Rodan. Rodan, lui, il sort des boulamites. Là. Mais on le voit-tu dans mon annonce? Ben oui, c'est le gros oiseau. OK. C'est le gros oiseau que, quand il vole, il détruit plein d'affaires. Là. Puis King Ghidorah, tu sais, le tueur planétaire, l'ennemi ultime. Tu sais, si Godzilla est là, qui est considéré comme étant l'extrapolation de l'apocalypse nucléaire, ben quand tu as King Ghidorah qui vient là, ben ton extrapolation devient ton seul sauveur contre ce qui est normalement la fin. Puis, tu as toujours plein de monstres qui, tout d'un coup, vont se dire « Hey, tag team », puis on se clenche le gros. À tous les auditeurs, vous ne voyez pas les étoiles actuellement dans les yeux de Pat. Ça en est presque épeurant. Ouais. D'ailleurs, son érection est tellement rendue grosse. Peut-on le sortir du La studio? table est- Parce que là, oui, la table est élevée, Est-ce que je là. parle dans le bon micro? Est-ce que vous m'entendez? Non. Touche-lui, voir. Non. Oui, c'est un micro, c'est correct. Bon, un peu plus sérieux. Ben, ce qui est le fun avec le deuxième, c'est qu'on voit où ce qu'ils veulent en aller. C'est parce que dans le premier Godzilla, c'était pas clair. Non, c'était T'sais, pas clair. Godzilla, il a détruit le grand complet, puis il a piétiné tout le monde, puis le film a fini avec des banderoles « Merci Godzilla ». Moi, j'étais mitigé un peu. Parce que... Après ça, on a trippé sur l'excellent, le sublime et le sous-estimé à mon grand avis Kong Island. King Kong. Puis en plus, ce qui était cool avec King Kong, c'est qu'on l'a vraiment défini comme étant... C'est parce que dans l'univers japonais, quand Godzilla n'est pas un tueur de ville nucléaire, c'est un protecteur de Gaïa. C'est plutôt quelqu'un que quand la balance de la Terre est inversée, ben Godzilla vient rétablir la balance. Tandis que Mothra, lui, est juste un protecteur. Puis c'est pour ça qu'il s'associe tout dépend du côté de Godzilla. Ouais, parce que Godzilla, si la balance va d'un bord, il va détruire la Terre. Si la balance de l'autre côté, il va protéger. C'est juste un balancier. C'est que King Kong, on avait été vraiment à partir de ça. Que c'était un protecteur, puis il était là pour protéger les créatures des ténèbres. Exact. Puis là, en voyant la deuxième bande-annonce, on voit que Godzilla, il est vraiment là pour ça. Puis on retourne vraiment sur les protecteurs de Gaïa et les destructeurs. Ça va être intéressant, Puis, ça c'est sûr. le scale de destruction, ça n'a pas de sens. Il Ah, n'y aura plus c'est- un humain vivant à ce film-là. Ça va être... Puis c'est- le troisième film, il commençait à tourner, le quatrième, là. Godzilla King Kong, il est déjà en tournage. ça, fait j'ai un hâte. mois. Ça, j'ai hâte. Parce que moi, je suis curieux, parce que à grosseur de King Ghidorah, de Godzilla qui est là-dedans, puis dans le film de King Kong, il avait dit c'était encore un enfant, il est en train de grossir encore, là. Ça va ressembler à quoi, ce film-là, le prochain? Ça va être fou. La Terre sont pas assez grosses. Ça va prendre quelque chose d'autre. Ça va prendre quelque chose d'autre. Ils vont se tirer la lune par la tête. Mais tu sais, je sais pas trop. c'est lequel mon Godzilla préféré? Moi, c'est le Godzilla dans Family Guy. Godzilla visite Haïti. Ça, c'est mon préféré. Vous l'avez jamais vu, ça? Dans Family Guy? Allez faire sur YouTube, mais tu sais, c'est Ah, vraiment c'est Godzilla tellement drôle, qui là. sort de l'eau, là, puis qui regarde Tahiti, ben comme... Oh! Hey! Oh! Oh, Excusez-moi! Excusez- Ils n'osent même pas détruire parce que tout est déjà démenti, Il là. retourne dans l'eau tranquillement, pas vite. Oh, excusez. Moi, c'est mon Godzilla préféré. C'est vraiment trop. Allez taper ça sur YouTube, vous allez avoir un bon moment. Bref, hype. On a hâte? Oui. On a hâte, parfait. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Encore une fois, on va avoir un mois de mai qui va trop crader, puis ça Ouais. va chier quelque part. Comprenez que je comprendrai rien à ce film-là. Ben, l'important, c'est de regarder les images pour avoir du fun quand tu Parfait, t'exploses. parfait. On sera pas dépaysé, Martin. Va donc chier, va donc chier, va donc chier. Ce qui est le pire, c'est qu'on s'en est pour parler de Totality, là. Ouais, mais je regarde le temps qui nous reste, puis on le fera pas ça trop long. Fait qu'on va faire ça très rapide. À moins que tu veuilles qu'on garde ça pour un prochain. Ben, ça dépend comment tu files, là. On peut garder ça pour un prochain, si tu veux. Ouais. Je file. Ben, au pire, choune ton Batman Dame, au moins. Puis ton Batman... Ben ça, je vais en parler dans... Ouais, on peut parler un peu... Ben, parlons un peu de DC, tiens. Ok, on Parlons-en va un parler petit de peu. DC un peu. On peut en parler. Suite, moi, je suis toujours encore pogné dans le New 52 avec Justice League, donc je suis en train de faire mon rattrapage tranquillement, pas vite. Et quelle mauvaise idée d'avoir commencé par Darkseid War, parce que là, je suis en train de tout comprendre ce qu'il y avait dans Darkseid War tranquillement, pas vite. Ben, gars, moi, tu peux pas le pire que moi. J'ai commencé par Darkseid War, puis je suis dans le Rebirth.
Bon, ça, c'est quelque chose. Mais justement, à cause de toi, je me suis lancé dans le Rebirth. Ouais. Donc, dans le fond, dans le DC Universe avec le Justice League qui ont reparti encore. Après, selon ce que j'ai lu, qui était un trou noir là, entre New 52 puis ce qu'on est en train de lire. Semble-t-il que les premiers livres de Rebirth dans Justice League, ça n'a pas été un succès. Ça a l'air que c'était difficile. Mais je sais même pas je me rappelais même pas qu'il y en avait eu. Ça a l'air que c'était pas Puis, super. Puis là, ils ont profité du Batman Metal pour rebooter la Justice League. Exact. Donc, ça donne le premier TP qu'on a lu, toi puis moi, qui s'appelle donc Justice League de Totality. Ouais. J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Regarde, je vais être franc avec vous, là, j'ai rien compris. J'ai eu beaucoup de difficultés. Personnellement, moi, j'ai lu Totality. Oui. Il y a un de mes amis qui m'a prêté le No Justice, salue qui était comme Jean-Nic. le préco. Ouais, on va dire merci Jean-Nic parce que... Parce que vous devez comprendre que Jean-Nic, si DC sortait une boîte remplie de marde, écrit « Voici de la marde », Jean-Nic serait le premier à nous dire à quel point c'est bon. Et à quel point c'est incroyable. Arrête de le name-dropper, là, pour petit. Là. C'est que... Ben, s'il réagit pas, on va savoir qu'il nous écoute pas. Bon, il va réagir, c'est sûr et certain. OK. Justice. No Justice. Ça fait que... c'est tout de suite direct du très compréhensible Batman Metal. Ben, il est un peu là, mon point. Puis, garde, je vais être très clair, là. Je comprends qu'il faut avoir lu No Justice, puis bon, il faut avoir lu Dark Knight Metal. Le problème que j'ai, je pense, avec The Totality, c'est pas nécessairement le fait que c'est ultra complexe. C'est que je trouve que Scott Snyder, dans tout ce qui est cosmique, je le trouve difficile à suivre. T'sais, on en a eu des sagas cosmiques qui ont été écrits par Bendis, qui ont été écrits par Geoff Jones, qui ont été écrits par Grant Morrison. Puis c'est plus compréhensible quand c'est Grant Morrison. Là. J'ai lu le premier numéro de Green Lantern. C'est bon? J'ai encore mon corps de ça au cerveau qui n'a pas passé. Mais je veux dire, c'est encore plus compréhensible que Scott Snyder. Non, j'ai rien compris, man. Ça n'a aucun sens. Ah, à ce point-là? Ouais, ça n'a aucun Parce que sens. je trouve que quand il va dans le cosmique, Snyder, je le perds un peu. Puis ça a été le cas avec Metal. Le plus gros problème avec Metal, on n'est pas seul à avoir suivi le point, là, c'est que lire une BD là, de 80 pages, j'avais l'impression de lire un Game of Thrones au grand complet. Ah, c'était spécial. C'est verbeux, il y a du mot. Les bulles prennent le 3/4 du dessin. Là. Le dessinateur, à la fin de la journée, il fait comme si pourquoi j'ai travaillé, t'as crissé des bulles, c'est tout ce que j'ai fait. Exactement. Puis, sérieusement, là, à vitesse que Superman va haut, puis des séquences d'action, il n'y a pas un héros qui a le temps de parler autant que ça pendant une bataille. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que Schneider, j'ai souvent l'impression que quand il est avec Batman, il écrit pour tout le monde. Mais quand il tombe dans le cosmique, j'ai l'impression qu'il écrit pour lui. Mais... J'ai l'impression qu'il est dans son carré de sable, puis il trippe là à « Ah, te rappelles-tu, en 2003, il avait parlé de ça, je vais le ramener. » C'est parce que je suis beaucoup d'auteurs, tu sais, c'est comme on parle souvent de Bendis, c'est en site, là, puis ça donne bien avec ça, Bendis, autant qu'il peut être fort, justement, avec un seul personnage, quand il embarque sur un team au grand complet, il est plus capable d'écrire, tout ce qu'il est capable de faire, c'est des one-liners, puis chercher le côté humoristique de chaque personnage, c'est pour dire qu'il y a une symbiose dans l'équipe. Mais le problème avec Scott Snyder, c'est que il parle trop pour expliquer quelque chose qui est trop compliqué, puis il n'est pas clair dans ce qu'il fait. Il parle beaucoup pour pas dire grand-chose. Parce que si on résume Batman Metal, No Justice, puis Batman Justice League Totality, c'est que pour réussir à péter le Dark Universe, qui était le point d'ancrage de Batman avec les métals bizarres, là, hein, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le péter, le Dark Universe. Ils l'ont juste fait imploser. Puis ils ont dit, c'était pas la chose à faire, ça va risquer de faire de la merde. Mais tu sais, c'est des personnages de DC, c'est des dieux. Eux autres, quand ils foutent la merde, ils s'en vont se faire comme des épées, puis ils font comme, bah, le mois prochain, on va ramasser la merde de ce qui s'est passé. On s'en Shazam va s'occuper de ça. C'est vrai qu'ils ont foutu une merde totale, puis ils ont décollissé comme si rien n'était. Ouais, mais oui, c'est tout le temps Constantine qui ramasse tout. Mais non, ce que là, c'est pas Constantine qui a tout ramassé. Elles autres sont parties de ça, puis t'as 1 million de Lantern qui sont dans le fin fond de l'univers, puis ils utilisent 100% de leur pouvoir pour essayer de bloquer le Source World, parce qu'en faisant imploser le Dark Universe, ils ont pété le Source World, gang d'innocents. Tu sais, le contrôle de toutes les réalités qui existent. En fait, tout ce qui bloque l'externe à l'univers qu'on connaît. Exactement. Tu sais, tout ce qui peut absorber l'univers, puis tout mélanger les univers, puis d'en créer 3 millions d'autres. Ben, parce que chacun des univers a son Source World. Exactement. Mais ils viennent de le faire. Ils l'ont fait. Exactement. Puis là, t'as comme le Totality, dans le fond, c'est une entité ou encore un objet, on sait pas trop. C'est une création. Parce que ça a l'air d'être un mur de titan. Exactement. Là, et ça a descendu sur Terre. Puis c'est là que la marde pogne, comprends-tu? Effectivement, parce que ça crée une nouvelle réalité sur la planète Terre. Puis là, il faut qu'ils réussissent à traiter qu'est-ce qui se passe à ça. Puis entre-temps, tu as Lex Luthor, qu'on ne sait pas encore trop pourquoi, qui a vu une vision du futur, puis qui a vu qu'à partir de ça, il pourrait prendre le contrôle de la planète Terre. C'est que Lex Luthor redevient méchant. Exact, parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi encore, Lex Luthor, depuis New 52, en fait, depuis le Crimson Syndicate, était devenu un bon.
Oui, effectivement, mais là, il revient à sa source, sa source normale. Puis Mais c'est un peu ce que je déplore de Rebirth. mais de la façon qu'il l'a apporté, là, tu vois très bien que Lex Luthor a joué un jeu de ce temps-là. Oui, mais ça, on le savait. Là. Mais Lex sauf Luthor, que, c'est Lex Luthor. là, il y a ce genre, mais sauf que les trucs de sages secrètes cachés un peu partout à partir des affaires de Totality, j'ai hâte de voir ce que Scott Snyder, ça va être. C'était pas clair, ces affaires-là. C'est pas clair, mais tu sais, je veux dire, autant j'aime Geoff Jones, autant j'aime Grant Morrison, autant j'aime Bendis, autant j'aime Jeff Loeb, autant j'aime ces auteurs-là qui ont été capables de grandes choses puis de grands trucs. Autant Schneider, j'ai de la misère, là. Beaucoup de Tu misère. sais, vous savez, là, Casterman publie encore les Martines. Hein. Ça serait peut-être moins compliqué pour vous autres. Parle pour moi, là. Genre, Martine veut un poney. Ouais. Mais dans Martine veut un poney. Veut-elle réellement un poney? Et de quel univers est le poney? Ben, arrêtez arrive d'un étalon, mais ça, Moi, c'est c'est ça, là. adulte, ça. Mais, Martine se fait un étalon. Ça, c'est la version 3. Mais honnêtement, même Martine, c'est pas facile, Pat. Je trouve que tu nous sous-estimes. moi, personnellement, là, je suis encore traumatisé de Mafalda. Je peux toujours compris ce qu'elle disait. Hein? Dans Tintin et les Picaros, là, qui sont réellement les Picaros? Et de quel univers viennent-ils? Et est-ce qu'il y a un faux Tintin, genre le Tintin à l'envers, donc Tintin? Parce que Nit. C'est pas Tintin. Non, c'est pas clair. Puis le coup du menhir, là, dans Astérix, peut-être qu'après avoir été assommé par le menhir, tout le reste des bandes dessinées sont que de l'imagination d'Astérix. Même même Astérix au Québec. Même Astérix au Tu Québec. penses que c'est pas une bande dessinée qui existe? Je suis convaincu que ça n'en est pas une. Astérix au Québec, là, disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est pas une bande dessinée. OK, on vous le dit tout de suite. Mais n'empêche que, bon, regarde, on va donner une chance aux coureurs parce qu'il y a une suite qui s'en vient à ça. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui sont déjà en train de la lire. Là. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'embarque aussi dans Justice League Dark parce que pour voir ce que Wonder Woman fait du côté magique avec Zatanna et tout là-dedans. Parce que je vais essayer de me gronder puis comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais moi, ce que j'aimais de New 52, puis c'est ce que je déplore un peu avec Rebirth, c'est qu'on avait réussi enfin là, à embarquer. C'était devenu accessible. Tu veux partir de Justice League, parler du début, puis on va t'amener avec une run. Tu veux partir Batman, Oui, parle parce du que début, tu as on raison, t'amène parce avec que une run. quelqu'un qui n'a pas lu Batman Metal puis il embarque dans ce Justice Ah, League-là. oublie ça, c'est fait, c'est fou raide, là, c'est fini, là, oubliez ça. Il manque la base. Mais même à ça, il te manque aussi tout ce qui est venu dans Blackest Night, il te manque tout ce qui est venu dans... Puis ce qui est con, en plus, même si tu embarques dans Batman Metal, si tu n'as pas vu Darkseid War, tu comprendras pas pourquoi il y a un bébé Darkseid puis pourquoi il essaie de le sauver non plus. Et tout, tu sais, c'est que... Moi, New 52, j'avais adoré ça. Ils ont fait un mix-up. J'ai de la misère à suivre où est-ce qu'ils s'en vont. Mais j'ai beaucoup d'espoir, par contre, sur Geoff Jones, qui sera sur Shazam. Hein? Ça sortait cette semaine. J'ai hâte de voir. Ça a l'air que c'est très, très bien. Le TP sera sûrement disponible juste à temps pour le film. Ou en tout cas, on va être dans les alentours. Là. Pas loin. Batman Damned, j'en suis au 2e. Black Label, là, il va falloir qu'il fasse autre chose que s'approprier des classiques. Hein? Parce que c'est pas chic à date. Là. C'est Tranquillement, pas pas très vite. D'abord, c'est rien que délayé tout le temps. Là. Sean Murphy, jusqu'à date, il avance pas pire. Là, ouais, mais je veux dire, ça c'était après l'annonce du Black Label. Là. Ouais, je sais. Puis, parce qu'actuellement, là, le seul véritable Black Label qu'on a, c'est Batman Damned. Puis le deuxième qui a été sorti, c'est celui-là sur les multivers, je sais pas trop quoi, tu sais, les contes bizarres. Puis, non, lui, il sort le mois prochain. Là, supposé parce qu'il a été délayé une couple de fois. Là, ouais. Là actuellement, Black Label, là, les amis, c'est parce qu'il ne suffit pas de s'approprier ce qui a déjà été fait pour être un bon label. Là. Faut encore que tu en produises. Batman Damned numéro 2, là, si c'était pas de l'art de Lee... je me souviens jamais de son nom. Là. Ouais, lui, comment? Bermejo. Merci. Si c'était pas de Bermejo, chose. Si c'était pas de lui, là, honnêtement, ça vaut pas de la crappe. Là. C'est parce que là, c'est bien le fun, vous avez montré un pénis. Là. Puis là, tout le monde est bien excité parce qu'il y a un pénis, là, mais ça va prendre plus qu'un pénis. Là. Tu sais, je veux dire, on est adulte, on a eu un pénis. Là. Ça prend des boules après? Ouais, mais en tout cas, regarde, quand tu auras lu le 2, on s'en reparlera. Là. Mais honnêtement, je suis pas impressionné puis ça me fait un peu peur parce que c'était tellement une belle idée. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va. Puis je veux qu'on surveille Marvel aussi. Hein? Ah, mais l'histoire de History Remade. Là. Ouais, mais je suis pas sûr. Moi, Marvel, je t'assure, mais que peut-être avoir cassé à Brian Lazzarello, c'est pas la meilleure des idées. C'était assurément pas la meilleure des idées. Mais ce sera à suivre. Puis de Batman Olaf. Vraiment, là, sincèrement, là, allez vous chercher ça. Là. C'est bon. Là. Ça va être bon. Ah, j'attends le TP. Là, ça va être très, très bon. Allez, on y va avec nos poisons, les amis. Je vais commencer par Pat, qui était tellement absent durant notre conversation, on n'a pas compris. Ben, moi, j'ai ri de vous autres. Puis, il s'appelait Martine. Je voyais déjà plein d'albums pour enfants là, que je vais vous acheter pour Noël. Là, genre Petit Loup n'aime que les pâtes ou Bébé Koala est encore Mais Pat, quand on a une longévité de près de 1000 ans, ouais, c'est sûr que tout se comprend plus facilement. On a une perspective qui est différente qu'un simple
humain insignifiant. Écoute, je n'ai que 33 ans, Pat, et tu en as tu as des millénaires derrière toi. C'est vrai. Je peux pas être C'est encore vrai. à ta hauteur. C'est vrai. Donc, écoutez, moi, je vais aller dans Violence. Mon poison, c'est un film que j'ai écouté sur Netflix. C'est The Night Comes for Us. Il y avait eu des comparaisons quand ça a sorti cet été avec le film de Garrett quelque chose. Garrett Edwards? Ouais, de Raid. Ben, c'est lui aussi. Non, ben Ouais, c'est pas le même la même gang, réalisateur, ouais, c'est la même mais gang. c'est la même gang d'acteurs. Et si on avait trouvé The Raid complètement déchaîné, puis le deuxième, pas si mal non plus, avec des scènes d'action puis des trucs assez violents, ben The Raid, comparativement à The Night Come for Us, The Raid, c'est un film de Disney, puis The Night Come Oh, for shit. Us, j'étais complètement blasté par toutes les scènes. C'est un film de triade, de gangsters japonais, de trucs qui chient, puis tout le monde veut tuer la même gang, puis le même gars surtout. Et là, ils lancent plein de monde, puis eux autres, ils aiment ça, utiliser plus des gros couteaux ou des cuqueries ou des affaires de main, puis se taper dessus avec tout ce qui fait le plus mal possible. Puis là, ça fait mal juste à l'écouter. Ben Mais là, tu me le c'est- dis, puis ça me fait déjà mal. Écoute, c'est tellement bon, là. C'est non-stop. Et tout le monde est déterminé là, dans cette gang-là. Ils savent tous qu'ils vont y passer, mais ils sont déterminés à se battre jusqu'à la fin. Puis c'est une production originale de Netflix ou Oui, c'était une production originale de Netflix par le réalisateur Timo. Attendez que je le prononce. Et Timo Giajanto. Oh, yeah. Hakuna Matata. Timo Giajanto. Écoutez, chapeau. C'est génial. Écoutez-le. Moi, là, c'était le parfait film de Noël. Vraiment, pour purger un petit problème humanitaire Alors, avec faut que t'ailles le fait- consulter, là. avec le fait d'être dans le commerce au détail. Dis-moi, petit. Ça fait tellement du bien, là. Dis-moi, Écoutez, je suis pas petit tout seul. Je suis pas tout seul. J'avais une de mes collègues de travail que je salue. Elle va se reconnaître, ça nous écoute. Elle s'en allait jouer à Grand Theft Auto pour écraser du monde en char, en écoutant du rap. Donc, écoutez, là, on est dans un même beat, là. Salut, petit Pat. Quel est ton rêve pour Noël? Tuer du monde, Père Noël. C'est pas vrai. Tuer C'est pas du violent, monde. naturellement. Mais viens quelques semaines dans le mois de décembre. Viens cette période de la magie des fêtes où tout le Oui, monde exact. s'aime, sauf Pat. Il faudrait que je regarde sur mon baptistère s'il n'y a pas un cas entre mes deux. Tu sais, genre Patrice Krampus-Rivray. là. Ah, c'est quelque chose ton affaire. Bon, donc, vous n'aimez plus Noël, ce film-là est pour vous. Vous allez voir du monde mourir. Alan, ton poison. Die Hard est plus sympathique comme film de Noël. Au moins, il y a de la musique de Noël un peu dedans, puis il y a de la neige. C'est au moins ça. Au moins. Et ce n'est pas Noël tant que Les pompiers l'ont pas dit. personne n'est tombé de la tour Catanie. C'est pas Noël tant qu'il n'est pas tombé de là. Exactement. Ton poison. Moi, mon C'est poison... pas Die Hard toujours. Non, c'est pas Die Hard. C'est comme j'avais parlé. Tantôt, tu te dis, t'es 30 ans en retard. C'est le temps que tu te mettes à jour. Tu viens de le voir. C'est bon, hein? Hey, Ah, ils en ont fait que 50. si, j'ai pété la bobine de mon VHS à l'époque, ça fait que je pense que j'ai vu souvent, OK? Ok, c'est- tu sais non. qu'Alan Rickman est mort, hein? Pour de vrai, je Ouais, sais. mais pas en tombant de l'immeuble. Non, ouais. Non. Il est mort d'une toux. Oui, effectivement. Beaucoup moins le fun. On y va-tu à ton poison? Ben, tu me gardes ça jusqu'à demain. hein? C'est toi qui arrête Ah pas. non, mais là... Bon, moi, je vais y aller comme à chaque fois qu'il sort une saison de Voltron, mais là, ça va être la dernière fois que je vais en parler parce que c'est fini. Combien de saisons? En 2 ans, ils se sont clenchés 8 saisons pour un total de pas loin de 70 épisodes. Une histoire qui se continue de A à Z. Je pense que la série s'écoute en un seul épisode, d'une certaine façon, de la façon que ça a été fait. là. Oh shit. C'est monté d'une main de maître, c'est fixé d'une main de maître, c'est parfait. En général, quand tu écoutes une saison de 13 épisodes, tu as 2 épisodes qui sont là pour couper le mood un peu, mais sinon, là, c'est début, fin, c'est une suite continue. Là. C'est un seul épisode. Là, on est rendu d'un scope qui a juste plus de bon sens. Après ce qui s'était passé dans la saison précédente, où il y avait commis un laps d'une couple d'années parce qu'il avait été perdu quelque part, puis ils sont retournés sur Terre, qui a été détruit. Mais là, ils sont repartis dans l'espace pour aller finir la guerre parce que la haute prêtresse des méchants de la série, ben elle, vu que son fils est mort, puis qu'elle a appris dernièrement que c'était son fils parce que le leader, l'empereur, ben les deux étaient un couple,
ben, elle a décidé de virer folle, puis ramasser toute l'énergie qu'on appelle dans ces séries-là la quintessence, puis de se créer un portail temporel pour merger toutes les dimensions, puis aller rechercher son fils. Mais en faisant ça, en quelque sorte, elle va détruire pratiquement l'univers au grand complet. C'est qu'on est parti d'un petit dessin animé pour enfants. Ils ont mené à quelque chose là, qui est d'une grosseur qui est incroyable et qui commence même à être compliqué à comprendre. Mais est-ce que l'enfant est encore capable de comprendre ou il a grandi avec les saisons puis il est rendu à 12 ans? Personnellement, s'il a réussi à suivre toutes les saisons puis s'est rendu jusque-là, il va être capable de comprendre. Sinon, il va avoir décroché avant. OK. Parce que, sérieusement, là, DreamWorks, ils ont été quand même assez lourds au niveau de l'histoire là-dedans. Parce que, il faut que tu te rappelles ce qui s'est passé avant parce que ça vient maintenant. Là. OK. Parce que même moi, des fois, je perds le fil sur ce qui s'est passé des saisons précédentes tellement qu'il y a de l'information. OK, donc c'est beaucoup à procéder. Là. C'est beaucoup pour procéder. Pourtant, là, dans DreamWorks, ce qu'ils sont en train de faire avec She-Ra, c'est beaucoup plus simple. Puis She-Ra, honnêtement, c'est super sympathique. J'ai la moitié de la saison d'écouter, là, hein, ça s'écoute tout seul. Là. C'est plus enfantin, mais au niveau de Voltron, pour y retourner, là, on est rendu d'un scope qui est incroyable. Puis je sais pas comment ils font, mais ils réussissent toujours à nous impressionner de plus en plus avec ce qu'ils peuvent faire avec Voltron. Tu penses toujours que tu as vu la dernière chose que tu pourrais faire, mais ils sont toujours capables de faire. Mais là, est-ce qu'ils ont mis une fin à ça? Est-ce qu'il y a une fin qui est satisfaisante? Ben, il me reste un épisode à écouter, puis il paraît que t'as le moton que tu finis. Mais je veux dire, le livre est bien bouclé. Là. Ils ne font pas une histoire où ça a été cancellé parce que... ouais. Et ils sont allés chercher les paladins du passé. Ils ont tout remergé ça. Tu vois qu'ils vont fermer de boucle, puis qu'ils vont ramener comme un équilibre quelque part. Ben, c'est ça qui est intéressant. Mais que ça sera, mais tu sais qu'il va y avoir des affaires qui vont se casser quand même, mais ça ne sera pas quelque chose de tout ouvert parce que tu vois qu'ils ont ramené la paix dans la galaxie. Tout est clair par rapport à ça, mais c'est vraiment le scope. Là. Je ne vais pas péter de sponge, là, mais sérieusement, dans l'avant-dernier épisode... Surtout pas des sponges. Des sponges. Oui, j'ai dit des sponges. Hein. Des spoilers, c'est une chose. Des punch, c'en a un autre, mais des sponges, c'est hot en Christophe. Là. C'est moins là que de dire des vues cachées quand même. Okay? Oui, je sais, mais des sponges, ça fait mal. Des sponges. Vas-y, dévoile-nous pas de sponge. Je ne voulais pas de sponge. C'est sponge. Je me sens comme Spongy maintenant. Ouais, mais oui, t'as l'air de François Mascotte. Ouais, merci. C'est ça, puis c'est vraiment hot ce qui arrive à la fin. Puis j'ai vraiment hâte de tantôt finir la série au grand On complet. te retiens pas, mon garçon. Ben, tu m'énerves. Non, mais si tu veux y aller... Ah non, de toute façon, tu vas parler de Sabrina. Oui. C'est que toi, si t'es dans des tu viens de donner un sponge. Ouais, je viens de sponger, mon toi. Tu viens de me sponger. Mais bref, toutes les saisons disponibles sur Netflix. Effectivement. Lancez-vous là-dedans, vous allez avoir un fun fou. Ben, effectivement, là, tu m'as sponché. Alors, je vais parler de Chilling Adventures of Sabrina. La première saison est complétée. On a eu la bonne surprise de savoir que la deuxième est en avril, donc ça sera pas trop long. Moi, je soupçonne qu'on veut laisser toute la place à Stranger Things pour l'automne. Là. J'ai l'impression qu'on veut pas rouler Sabrina et Stranger Things en même temps. Là. J'ai pas mal l'impression qu'on veut vraiment... Je comprends pas. Ça veut dire qu'ils ont tourné les 2 saisons, une après l'autre. Rapidement, là. Mais j'ai l'impression que des fois, ils font ça. Ils tournent 20 épisodes, mais qu'ils en sortent rien que la moitié. Là. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont fait. Ça se peut que ce soit ça. Puis en même temps, la qualité puis le scope de Sabrina est pas égal à ce qu'on voit dans les autres séries de Netflix. Là. Je veux dire, ça m'a l'air quand même assez simple à tourner. Là. C'est encore des habits de rubber puis de caoutchouc. Il n'y a pas grand... les effets spéciaux sont pas à tomber sur le dos. Là. C'est un peu sitcom, un peu... Je sais pas si tu vois le genre. Qu'est-ce que t'as contre les habits de Robert? J'ai rien. C'est Godzilla, c'est un habit de Robert. Mais je te dis juste que c'est pas la même scope de production que Stranger Things qui doit prendre un peu plus de temps à faire. Là. On s'entend, là? Ou Star Trek Discovery, par exemple, où on s'est rendu compte en plein milieu de la saison 1 que on va se laquer ces images de vaisseaux spatiaux parce que ça va finir par coûter cher. Mais bref, Chilling Adventures of Sabrina, on sorti un épisode spécial de Noël. Au départ, je m'attendais à rien. Je me disais, ce sera un épisode hors série dans lequel on n'apprend pas grand-chose. Puis d'habitude, ça sera juste le fun. Puis ça va être agréable. Tu sais, je pensais avoir un peu comme l'épisode du cauchemar qu'on avait vécu, qui était un peu comme stand-alone. Tu sais, ouais. On se disait, tu peux l'écouter tout seul, puis il n'y a pas de problème. Oubliez ça, là. Vous allez devoir passer par l'épisode de Noël si vous voulez aller à la deuxième saison. Parce qu'il y a déjà beaucoup de questions à la fin de la première saison qui obtiennent des réponses dans le spécial de Noël. Donc déjà, vous allez voir l'évolution des relations qu'elle a avec ses amis qui sont mortels, l'évolution de ses relations qu'elle a avec les 3 sorcières, les 3 petites sœurs du côté de l'académie. Il y a des choses qui avancent dans cet épisode-là. C'est pas une saison complète, c'est un épisode d'1 heure, là, on s'entend, mais il se passe quand même assez de stock. Et il y a une finale où... ça m'a fait beaucoup penser à l'épisode... vous rappelez-vous de l'épisode spécial qu'on avait fait dans Sherlock à BBC, le Sherlock victorien, là?
où ce qu'on était retourné dans le passé, puis c'était un vrai Sherlock à l'époque victorienne, puis on se disait c'est un hors-série, ça n'a pas vraiment de lien avec la 4e saison, puis au contraire, on s'est rendu compte en écoutant l'épisode que ça avait vraiment un lien avec la 4e saison, puis que si tu passais par-dessus, c'était quoi? C'était de Bride dans maudit, ça m'échappe juste pour me dire. Il y a le mot bride dedans. Non, c'est pas un sponge. C'est pas un sponge, mais bref, c'était très bon. Donc, ça me fait penser un peu à ça, là, un hors-série qui se veut finalement essentiel pour voir la suite. Allez vous taper ça. J'ai passé une très belle heure avec ma blonde. On écoutait ça ensemble. C'était vraiment bien. Mais là, je suis un petit peu déçu. Tu n'as pas encore parlé du film de Noël de Kurt Russell. Je l'ai pas écouté. Ah, non plus. Voyons donc. Non. Moi aussi, je l'ai pas écouté. Je comptais ce Martin, moi. Non, je l'ai pas écouté. T'as écouté 4 fois de Sapin des boules, par exemple. 5. Ça, c'est la dernière fois qu'on s'est parlé, 4. Je l'ai réécouté une fois depuis ce temps-là. Ouais, mais quand il se glisse, man, c'est tellement bon. Puis il se plante d'un Walmart. On Je a découvert sais. le Walmart comme ça quand on Je était jeunes. Je sais. C'est tellement bon. Moi, tante Bethany, là, qui emballe son chat, je m'excuse, mais je trouve ça encore très drôle. OK? Je préfère qu'il passe au feu, ça. Ah, c'est-tu drôle, ça? Hein, avec le Mais, vieil oncle qui se tourne. mais- Ça va pas, garçon! Honnêtement, il n'y a rien qui bat écureuil. Ah, l'écureuil. Mais c'est génial. Mais ce film-là, je vais vous dire pourquoi c'est génial. Tu me donnes l'occasion d'en parler. Là. Moi, te dire pourquoi c'est génial, ce film-là. Parce que c'est le rêve, je pense, de tout jeune adulte qui a des enfants, d'essayer de recréer un Noël parfait. Et c'est une très mauvaise idée. D'essayer de recréer les moments qu'on a vécus enfant. Ça se recrée pas, ça. Tu crées de nouveaux souvenirs. T'essayes pas de recréer des ambiances. Puis Griswold, il est obsédé par essayer de recréer les Noëls qu'il a vécus. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas marcher. Essayez pas ça. Et c'est ça la morale du film. C'est réessayez pas. Vivez le moment présent que vous avez actuellement. Puis vos enfants vont vouloir peut-être essayer de recréer ce que vous avez créé. Ben, ça t'sais. dépend de tes cousins. Là. Oui, ben Ouais, bon, lui, là-dedans, il on est a un petit tous peu un cousin bizarre. Eddie, non? Non? Tu sais, avec mon beau film d'action, toi puis ton karma là, qui est tout les anges, tout ça, on vient de rétablir Non, mais toi, on le l'équilibre. sait non, mais toi, on le sait quel genre de Noël tu essaies de recréer. Là. Tu préfères des Japonais qui se tuent entre eux autres pendant 2h30. Je sais pas ce que ton père faisait à Noël, mon cher Pat, là, mais honnêtement, essaie pas de le recréer, OK? Non, il me donnait des micronautes puis des Godzilla. Non, mais tu vois, tu pourrais recréer ça puis me donner des Godzilla puis des micronautes. OK? Sur ça, les injustes, joyeux Noël. Joyeux Noël. On se donnera pas le bonne année parce que j'espère bien, puis je suis pas mal sûr qu'on va enregistrer d'ici la fin de l'année. Donc, surveillez-nous, on va avoir un épisode assurément. Donc, passez du beau temps des fêtes. Si vous obtenez des cadeaux de geek, postez-les sur notre page, on veut les voir. Si vous avez obtenu des beaux cadeaux, des trucs qui sont cool, des affaires qui sont geeks, pourquoi pas, on veut les voir, puis on veut être jaloux en gang. Ouais, puis il y a qu'une petite idée cadeau. Là, si vous avez des enfants que vous voulez initier à la lecture, là, j'ai découvert Aventure aux Arts de Julien Paris-Sorel Ouais, ça a l'air cette bien, semaine. ça. Là. Une petite aventure de Donjon Dragon avec des dinosaures, là, ultra sympathique, accessible. Puis en plus, vous voulez accrocher un enfant à lecture, c'est sur plusieurs années que ça s'enligne là-dessus. Ça fait que ça va le forcer à acheter une BD à toutes les années pour suivre l'aventure. Excellent. Messieurs, joyeux Noël! Joyeux Noël! Salut, joyeux Noël!